c'est incroyable quand même. Moody Blues, Rock Critics, TV Show, ça c'est marrant. Moi j'ai beaucoup de maquettes de Rock Critics. Il y a des trucs gênants. Hein. Jean-Marc Vivenza, c'est un très bon ami. L'Electro Institute. Ses pochettes étaient. Je pense que ça m'a vachement inspiré parce qu'il avait un graphisme hyper sobre. À une époque où ça se faisait pas du tout de lettres hyper comme de l'Helvetica ou de l'Univers. Et je me souviens de ces pochettes qui étaient très, très en décalage avec le style des années 80 qui était souvent plus alambiqué. En fait, le format, moi je m'en fous complètement. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est la musique. Et je trouve qu'il y a beaucoup de conneries. Les gens souvent qui disent ça sonne tellement mieux mon vinyle. Quand on regarde comment leur chaîne hi-fi est réglée, parfois on se dit il ferait mieux d'écouter sur un ordinateur. Mais donc je suis pas. Mais ce qui est sûr, c'est que le vinyle, ça implique c'est plus dans l'ergonomie, ça implique une autre attention. L'an dernier à Noël, j'ai acheté un tourne-disque à ma fille qui a 9 ans. Et je me suis rendu compte que ça avait totalement changé sa façon d'appréhender la musique, parce qu'elle l'écoute d'une façon beaucoup plus respectueuse. Elle écoute un disque, elle adore les comédies musicales, elle va l'écouter le même morceau plein de fois, mais avec une attention qu'elle n'avait jamais jusque-là, ou quand on zappe à toute vitesse. Et donc je trouve que l'utilité du vinyle, elle est pour moi d'abord ergonomique, parce qu'en plus, autant pour les disques anciens, c'est sûr que le pressage vinyle, c'est ce qui est le plus fidèle, parce qu'ils ont été égalisés, ils ont été masterisés pour le vinyle. Mais pour les trucs récents, qui sont faits à 99,99% en numérique, la sortie numérique telle qu'on l'a dans le studio, c'est ce qu'on va entendre chez soi. Donc le vinyle, il n'a pas d'avantage sonore, c'est pas vrai. C'est une maisonnette. Quel truc génial. Ça, c'est un exemple marrant, les Maisonnettes, parce que c'était un groupe rétro. C'est dans les années 80. Ils font ce hit complètement improbable, Arctic Avenue, qui est sublime, qui est une chanson mais tellement bien écrite, et qui est totalement, qui est un hommage aux années 60, mais en même temps, ça ressemble pas du tout aux années 60. C'est autre chose. C'est 83 sur un label qui s'appelle Ready Steady Go. C'est bizarre, il n'a jamais été écouté, je pense. Quasiment. Il a l'air complètement neuf, l'album des Maisonnettes. Mais ouais, je l'avais jamais vu parce que c'était un groupe à 45 tours en fait. Ils avaient fait Arctic Avenue et personne n'a jamais entendu le reste de l'album. Magma Live, je connais par cœur. Ah oui, Magma Magazine, là oui, c'est marrant ça, je tombe consécutivement sur 2 disques que j'ai beaucoup écoutés. J'étais fan de Magma et le premier disque de Magma que j'ai acheté, c'était Magma Live, qui n'était pas censé être le meilleur. Et en même temps, il me fascinait. Il y avait cette pochette, c'était très étrange parce qu'ils avaient un show laser à l'époque. Et il y avait Didier Lockwood au violon. Et c'était des concerts à la Taverne de l'Olympia, qui était le club sous l'Olympia. Et après, j'ai écouté les autres albums. Mais c'était le premier que j'avais trouvé, simplement. Et c'était l'époque Giorgio Gomelsky de Magma. Le magazine, ça, donc j'ai dû écouter ça à l'époque, vers 76. Et magazine, c'est cet album, moi, qui m'a fait rentrer dans le giron du rock, d'une certaine façon. C'est-à-dire quand il y a eu jusque-là, j'écoutais du rock progressif, du rock planant, Kraftwerk, Magma, Pink Floyd, Soft Machine. Et puis, j'étais très méfiant à la fois du punk et de la new wave, que je voyais, comme je voyais à tort Roxy Music comme un groupe de poseurs à cause des couvertures et des pochettes. Et puis, je sais pas, j'avais lu dans Best une interview d'un groupe parisien, Edith Nylon, et on leur demandait quel était le truc qui les avaient marqués récemment. Ils avaient parlé de magazine, et d'une façon qui m'avait donné envie d'écouter. Je me souviens, un disque qu'on se souvient très bien où on l'a acheté, par exemple Magma, j'ai acheté au centre commercial Bobigny 2, il y avait un magasin de disques là-bas, et celui-là j'ai acheté à Arcachon l'été, ça doit être l'été 79 je pense,
Et ce disque, non 80, c'est l'été 80. Et tout d'un coup, j'ai pris une claque parce que ça ressemblait à rien. C'était moi qui écoutais, j'étais sensible à la basse. C'est Barry Adamson à la basse. Et c'était musicalement enfin, brillant, quoi. Et voilà, c'est un disque qui m'a beaucoup... et à partir de là, j'ai réécouté d'autres choses. J'ai écouté d'autres choses. C'est un disque qui m'a vraiment ouvert des perspectives. Voilà, Madness, je trouve que c'est un groupe génial. C'est un groupe de pop song incroyable. Pour moi, c'est les héritiers des Kinks d'une certaine façon. C'est les Kinks de la fin des années 70, Madness, dans leur façon de parler de la société anglaise. Je trouve voilà, que c'est un groupe magnifique, Madness. 18. Génial. Waouh. Ah ouais. Je vois. Alors. La chasse à l'homme. Jamais vu. Le mono, super. OSS 117. Compartiment tueur, super. Super guitare. J'adore le repos du guerrier, le film, la musique, tout. Je pense que c'est l'une de ses préférées. Parce qu'il avait inclus 45 tours dans ses mémoires. Dans son livre. Les grands chemins. Fantomas et des chaînes. OSS. Bon, le gorille a mordu l'archevêque. J'ai jamais vu celui-là. Le complot. Enfin méconnu sur la guerre d'Algérie, et très différent de ce qu'on a vu d'habitude. Très très bon film. Ouais. C'est fou. Ouais, quelle discographie. C'est un des compositeurs qui m'ont donné envie de faire de composer de la musique, parce que souvent je le voyais générique de films. Je voyais toujours Michel Magne, édition Hortensia, et on sentait, je ne savais pas pourquoi, hein, mais le personnage m'intéressait aussi parce que je savais qu'il avait été lié à Magma, justement. Et Magma joue dans un de ses films, ils ont joué à son mariage, Magma joue dans un des films de Jean-Yann, et ils ont joué au mariage de Magne qui a été filmé par Jean-Yann. Et donc je voyais cette connexion, c'était lui qui avait fondé le studio d'Hérouville. Donc voilà, le personnage m'intéressait, mais j'en savais pas plus en fait. Et un jour, avant que je monte le label, j'en avais parlé, j'ai toujours, on va dire un conseiller fiscal. Et il m'a dit oui, j'étais son conseiller fiscal, ce qui était un peu inquiétant, vu qu'il s'est suicidé en grande partie à cause de ses problèmes financiers. Mais je crois que c'était pas à cause de d'Yves Carroll, qui est le conseiller de l'assassin. Et donc, je crois que c'est comme ça, il m'avait présenté sa veuve, Marie-Claude Magne, et elle m'avait offert ce livre qu'il avait écrit peu de temps avant de mourir, qui s'appelle L'amour de vivre, qui est un livre assez génial et assez touchant. Et voilà, j'ai senti c'est un personnage très fantasque qui a peut-être pas, il n'a pas une identité sonore hyper identifiable comme je sais pas, quelqu'un comme François Droubet qui a une couleur, parce qu'il a fait toutes sortes de musique. Ben, on sent une liberté, une fantaisie et un amour de la musique et d'existence qui est quand même, d'existence. En même temps, il s'est suicidé, mais peut-être parce qu'il aimait trop la vie justement.